Source. Ok, cheveux verts de wokiste, c'est bon. Look de punk à chien, c'est bon. Il manque que la 8 j'ai pas pris du 10, j'ai pris un café, voilà. Bon, il faut qu'on parle des Sceptiques du Québec. Alors, les Sceptiques du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est une association québécoise, comme vous vous en doutez, une association d'esprit critique, de zététique, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Alors, pourtant les objectifs sont clairs. Objectif de l'association, encourager la pensée critique et rationnelle lors de l'analyse des croyances et idéologies selon une argumentation logique, factuelle ou fondée sur la démarche scientifique et diffuser l'information scientifique. Voilà, donc bon, jusque-là, zététique basique, donc esprit critique, analyse d'études, etc. et démontage de croyances, d'idéologies. Bref, ça faisait un petit moment que je suivais cette page. Bon voilà, il y avait des informations intéressantes dessus, parfois ça parlait de l'actualité, parfois c'était du décryptage de certaines études, et il y a quelques temps quand même, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait certains biais récurrents en fait sur cette page. On peut être scientifique et militant, on peut être scientifique et idéologue, on peut se réclamer de l'esprit critique et être sujet à tous les biais du monde, on peut être zététicien, et même, il y a beaucoup de zététiciens d'ailleurs qui sont très très sujets à leurs propres biais, alors ils prennent beaucoup de plaisir à les dénoncer, mais en fait, la paille, la poutre, l'œil, le voisin, tout ça quoi. Bref, si je voulais vous parler de ça, c'est parce que j'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup de publications qui visaient à décrédibiliser notamment les luttes féministes, les luttes progressistes, les luttes anti-racisme, un discours qu'on commence à connaître sur cette chaîne, voilà, on va pas se mentir. Voilà, je vais encore me faire traiter d'islamo-wokiste, bon en même temps, je cherche un peu, tout ça pour dire qu'il y avait effectivement plusieurs biais récurrents, notamment la vidéo que j'ai faite sur la non-binarité du sexe, ou la binarité du sexe d'ailleurs, puisqu'en fait, dans ma vidéo, j'explique que les deux sont tout à fait recevables, on peut tout à fait considérer que le sexe est binaire dans un cadre de la reproduction, il n'y a aucun souci avec ça, voilà, si on se base sur les gamètes, mais que si on se base sur un continuum biologique, sur le fait que ce soit un spectre à tendance bimodale, on peut en fait considérer que le sexe n'est ni binaire ni non-binaire, voilà, c'est simplement une grille de lecture, mais quand c'est pour instrumentaliser ce phénomène et le transposer à des concepts qui sont sociaux, comme le genre, là, on a un problème. Et d'ailleurs, j'ai vu que les Sceptiques du Québec, donc cette association d'esprit critique, s'est fait dégager, en fait, a reçu une plainte pour transphobie. Alors la transidentité, c'est un sujet qui est très 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 compliqué, voilà, donc moi je suis pas spécialement à l'aise à parler de transidentité, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour en parler, puis surtout je suis pas concerné, mais la transphobie, elle est extrêmement prégnante dans nos sociétés. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'était les homosexuels qu'on voulait envoyer dans des camps de conversion, voilà, parce que c'était considéré comme une maladie mentale, on les envoyait voir des psys. Maintenant, ça a un petit peu changé, encore que ça dépend où, mais maintenant, c'est les trans, voilà, parce que les trans, il y en a marre, les trans, il faut les brûler, il faut les cramer, c'est des salauds. Bon. Ne cutez pas ce passage, s'il vous plaît, ça va se calmer. Bref, donc lors de la présentation des différents membres, Michel Bellé, président des Sceptiques du Québec, a présenté la revue tenue par son association, Le Québec Sceptique, en parlant des derniers numéros, et notamment du numéro à venir sur la transidentité. Il a évoqué certains articles et tenu des propos au sujet de la transidentité qui ont choqué une partie des membres de la FIDES, présents sur ce live, tous ces propos étant justifiés extensivement par le numéro à paraître. Donc, début avril, suite à la publication du dernier numéro de la revue, portant principalement sur la dysphorie de genre et la transidentité, des membres de différentes associations de la FIDES ont estimé que plusieurs articles du numéro présentaient de trop nombreux éléments problématiques en contradiction avec les principes à la charte de la FIDES. D'après eux, les propos et postures de plusieurs articles de la revue alimentent des préjugés, encourageant des comportements discriminatoires et des violences à l'encontre d'un groupe social vulnérable, les personnes trans. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de publications sur sa page Facebook, notamment, comme je le disais, des combats à l'encontre des femmes, des combats pour expliquer que le racisme systémique, ça n'existe pas, ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'en fait, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que c'est sur ce sujet précis que j'ai vu qu'il y avait un très très gros problème. En fait, il avait posté un article, ce à quoi j'ai répondu par un commentaire, qu'il n'a pas apprécié, et il est venu me voir en MP, et là, les choses ont dégénéré. Alors, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mots plus hauts que l'un que l'autre, etc. J'accuse personne en particulier, ni Michel Bellet, ni les autres membres de la communauté sceptique, parce qu'en fait, j'ai été en discussion avec la page, donc je ne sais pas qui tenait la page, je ne sais pas qui a tenu ses propos, et c'est pas mon rôle de dénoncer qui que ce soit. Moi, je dénonce l'association, voilà, et dont certains de ses membres, en tout cas ceux avec qui j'ai parlé,
m'ont parlé, notamment ils ont invoqué, ce phénomène de la carte du QI et en fait, en discussion, privée, j'ai appris que, lui, en fait, il considérait que les noirs et les populations, donc africaines s'en sortaient moins bien que les autres populations, non pas en raison de discrimination, d'un contexte historique, de répression, d'un contexte de colonisation, d'impérialisme et cetera, de conditions socio-économiques. Non, pour lui, c'était, intrinsèquement lié à la nature même, d'être noir, voilà, d'avoir un QI plus faible, et il déclare même que le métissage avec des blancs, donc avec des occidentaux, améliorait le QI des noirs. Voilà, le QI moyen des noirs, on peut l'améliorer avec le métissage. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas en Afrique, tu tchouk une femme noire, et puis ton enfant, enfin son enfant, sera plus intelligent parce qu'en fait, il aura des gènes de blanc. Voilà, on est sur ce type de discours, et donc voilà. Donc là je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est pas possible, surtout pour une association d'esprit critique, voilà, de zététique, et avec toute la défense un peu Z, un peu conspi-Z, les données sont comme ça, en fait, c'est votre interprétation qui cherche à être un petit peu cancel, à être un petit peu correcte. Moi, je suis dans les faits, voilà, je comprends que il y a la carte des QI, il y a des populations qui sont moins intelligentes que d'autres, et du coup, c'est comme ça, en fait, voilà, c'est un problème culturel, et en fait, c'est pour ça, et même que s'il y a des familles monoparentales noires qui se séparent le plus, c'est parce que culturellement, voilà, ils sont comme ça, c'est des noirs. Alors que s'il y a plus de familles monoparentales, c'est peut-être parce qu'il y a plus de discrimination, il y a un contexte socio-économique qui est plus compliqué, ces familles elles sont dans une précarité qui est plus élevée, ça fait peut-être monter les tensions au sein des foyers, et il y a plus de séparation. Et je rappelle que en Afrique, le modèle de la famille nucléaire, hein, papa, maman et les deux enfants, il est très très peu répandu en fait. Donc tu peux pas, en fait, tu peux pas transposer le fait qu'il y ait des parents, plus de familles monoparentales en Amérique, par exemple, dû aux discriminations et aux conditions sociales, au fait qu'en fait c'est culturel et que c'est naturel. Ça n'a aucun sens. Par exemple, les études sur les jumeaux pour justifier ces positions sur le fait que les noirs seraient plus bêtes, en parlant d'héritabilité du QI, alors qu'en fait l'héritabilité du QI elle change complètement en fonction des conditions environnementales, hein. On a une plus grosse héritabilité du QI dans des populations qui sont dans un environnement socio-économique favorable, voilà. Donc, alors qu'au contraire elle baisse quand elle est dans des conditions de stress, de sous-nutrition, etc. Bref, il y a des facteurs environnementaux bien plus importants que les facteurs génétiques, et encore une fois le QI de toute façon c'est culturellement orienté, et ce n'est pas une mesure objective de l'intelligence. Bon, on se retrouve, en fait, ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon disque dur, du coup ça fait 30 minutes que je parle dans le vide, du coup voilà, là je reprends, on est le lendemain. Cette vidéo, c'était pour faire une critique plus large de la zététique. Parce qu'en fait, le fait que un groupe de pseudo-zététiciens, pseudo-scientifiques soit en fait d'énormes racistes, bon, quelque part, on s'en fout un petit peu. Mais en fait, ça va servir de prétexte pour faire une toute petite critique de la zététique. En fait, la zététique, elle se présente un petit peu comme une méthode d'analyse critique très rigoureuse pour lutter contre les discours pseudo-scientifiques. Donc sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, c'est très bien. Pouvoir faire la promotion de la pensée rationnelle, détecter les biais cognitifs, réfuter les arguments infondés, etc. Tout ça, bon, bah voilà, ça s'inscrit dans un discours rationaliste. Mais en fait, en zététique, on a quand même tendance à avoir de nombreux angles morts, et tout le monde en a, moi le premier, on a tous des angles morts, on est tous sujets aux biais cognitifs. Juste le fait de se revendiquer de la pensée critique, en fait, chez pas mal de zététiciens, on a l'impression qu'avoir une bonne connaissance de tous les biais cognitifs, ça nous rend moins vulnérables à ces 10 biais. Et je sais ce que tu vas me dire, ah non, moi je sais que je suis le premier sujet à mes biais, je sais que je suis sujet à mon biais de confirmation, etc. Oui, mais même le fait de savoir que tu sais que tu es sujet à des biais, en fait, ça ne t'empêche pas d'y succomber. Et en fait, on a des travaux en psychologie cognitive, comme ceux de Nisha Risbet et Lee Rose, c'est le biais d'aveuglement au biais. Voilà, hein, on peut pas faire plus méta. Et en fait, c'est cette impression que repérer des erreurs chez les autres, ça permet de repérer les erreurs chez soi-même. Ça, c'est une première critique, et je pense que globalement, tout le monde est plus ou moins au courant de ça. En vrai, moi, ce qui me pose le plus de problèmes en zététique, c'est cette revendication d'avoir une approche objective et neutre des phénomènes qu'elle analyse, c'est une posture en fait qui conduit souvent à dépolitiser les sujets qui sont traités, parce que soi-disant, la politique ne serait pas neutre, et on se revendique apolitique, ni de droite, ni de gauche, ni de centre, ni de whatever, et en fait, du coup, on a une vision qui est plus objective, qui serait basée sur des données, et qui serait plus solide que ceux qui sont sujets à des biais militants. Et en fait, on le retrouve beaucoup chez pas mal de zététiciens, notamment dans les sujets qu'ils traitent. On va prendre l'exemple de la médecine alternative, très simplement, où on reste en fait sur les aspects, ça c'est pas scientifique, ça c'est pas prouvé par des études en double aveugle, etc. Et en fait, ça néglige souvent les questions qui sont fondamentales sur les raisons, par exemple, de la popularité croissante de ces approches, de ces médecines alternatives ou de ces alternatives à la médecine, voilà.
Parlons correctement. Et je vais prendre un exemple très simple. On critique souvent la naturopathie, voilà, donc on ne critique pas forcément les naturopathes en eux-mêmes, on va critiquer la naturopathie, on va expliquer d'où elle vient, on va expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, on va mettre des études pour montrer que ça ne fonctionne pas par rapport à la médecine evidence-based, et en fait, on omet une partie très très importante dans cette critique en fait, en dépolitisant le discours, en s'attaquant seulement soi-disant à des données qui seraient objectives. On va mettre de côté l'aspect politique, par exemple les conditions d'émergence de la naturopathie dans le contexte actuel. Pourquoi la naturopathie et les médecines alternatives gagnent du terrain aujourd'hui, hein? Est-ce que quels sont les facteurs sociaux, quels sont les facteurs économiques et politiques qui favorisent cette tendance? La crise des institutions médicales, le manque de budget dans les hôpitaux, peut-être le manque de considération des médecins, le manque de temps, hein, tout ça en fait c'est dû à une logique économique, une logique de travail. Il y a aussi l'essor de l'entrepreneuriat hein, dans un contexte de crise du marché, dans un contexte de modification économique, hein, où il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus être salariées, qui veulent être auto-entrepreneurs et donc qui font des formations en naturopathie pour pouvoir dispenser de la naturopathie. Si ce discours il trouve aussi une résonance, c'est peut-être parce que il y a cet appel à la nature là, il y a en fait il se place en opposition à la complexité grandissante du monde, à l'essor de la technologie, à la crise environnementale, à un besoin peut-être communautaire un petit peu de retrouver dans un contexte d'isolement social, de trouver des personnes avec qui partager une certaine spiritualité. Parce que d'ailleurs, cette spiritualité, elle rentre souvent en opposition avec les préceptes scientifiques. Alors qu'en vrai, pas du tout, hein, mais dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que la science cherche à détruire la spiritualité, ce qui, encore une fois, je le répète, n'est pas le cas, mais il y a une espèce d'incompatibilité, et en fait, les gens ont du mal à voir l'aspect magique de la science, l'aspect qui fait main blow, en fait, bref, bon, après, je vais partir dans des trucs, on s'en fout. Il y a aussi le fait que cette dynamique de l'entrepreneuriat, des formations payantes, etc., de la liberté individuelle un petit peu de pratiquer plutôt que d'être contraint par un patron, etc. En fait, tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique capitaliste qui favorise en fait cet essor aussi. Et en fait, tout ça, c'est un discours qui est éminemment politique. Ce sont des questions fondamentales qui sont politiques. Et si on ne les comprend pas, si on ne cherche pas à les comprendre, si on n'essaye pas d'analyser dans son ensemble, eh bien, on passe à côté du vrai problème et surtout, on devient impuissant à traiter la racine de ces problèmes. Parce que s'attaquer à la naturopathie, c'est très bien, mais en fait, on s'attaque à un symptôme et on ne s'attaque pas aux causes du fait de cette explosion des médecines alternatives. Voilà. Et pourtant, en zététique, on ne traite pas les causes, on traite seulement les symptômes et on évite de les placer dans un contexte particulier, dans un contexte social, dans un contexte économique, dans un contexte structurel et on met tout ça de côté, on va s'attaquer seulement, je n'attaque que les croyances, je n'attaque pas les croyants, mais en fait il faudrait peut-être attaquer les causes, voilà, il faudrait peut-être développer un esprit critique autour de ces questions et rendre la chose plus politique. Je sais qu'il y a beaucoup de zététiciens et même beaucoup de personnes qui sont allergiques à la politique et c'est notamment parce que justement on a un sentiment d'impuissance totale vis-à-vis de ces politiques et ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait traiter et qu'il faudrait expliquer. Bref, je pense que la zététique passe à côté de quelque chose de fondamental. De la même façon, par exemple, quand un climatologue devient militant et qu'il commence à militer pour l'écologie, on dit qu'il n'est plus objectif. Alors qu'en fait, s'il se met à militer pour l'écologie, c'est peut-être parce qu'il a constaté, vis-à-vis des données, vis-à-vis des analyses, vis-à-vis des travaux scientifiques, que l'écologie c'est en train de puer le caca et qu'il faudrait faire quelque chose. Et en fait, le fait qu'il soit militant et qu'il commence à se mettre sur le devant de la scène politiquement pour essayer d'agir concrètement, eh bien en fait, ça ne devrait pas décrédibiliser son combat sous prétexte qu'il ne serait plus objectif. Et on a ça avec l'environnement, on a ça avec l'alimentation, on a ça avec la santé publique. Bref, prétendre avoir une approche purement rationnelle en éliminant les dimensions sociales et historiques, eh bien en fait, ça donne une fausse impression d'objectivité. Parce que ce qui est important, et c'est montré par les travaux de Bruno Latour dans Nous n'avons jamais été modernes, en fait la science est toujours une construction sociale. Elle s'inscrit avec des rapports de force et dans des contextes idéologiques. Et encore une fois, la façon dont on classe les personnes ou les catégories qu'on fait dans les cases, etc., tout ça, ça a une dimension sociale, c'est une dimension historique, et on le voit très bien avec l'exemple du sexe binaire ou non binaire, justement, en fait, de chercher à rester dans un rapport qui est très conservateur par rapport aux cases qu'on a décidées il y a 100 ans, sans prendre en compte le contexte évolutif et social, ça conduit à réfuter des données qui sont nouvelles pour dire que le sexe n'est pas forcément aussi binaire qu'il y paraît. Voilà, ça je reprends l'exemple du sexe parce que c'est une vidéo que j'ai déjà traitée, mais c'est valable avec énormément de sujets différents. Et c'est là que je veux en venir, c'est que la rhétorique zététique, elle peut être utilisée pour défendre n'importe quelle idéologie, comme le font les sceptiques du Québec pour défendre les théories racialistes. Et c'est également ce que font des complotistes, des anti-vax, et en fait, ils ont une façade ils utilisent le scepticisme en façade pour en fait aller directement dans des biais de confirmation et chercher à conforter leur idéologie. Et en fait, tout le monde a une idéologie. Hein. Vous, moi, n'importe qui, on a tous des constructions mentales qui sont héritées, qui sont apprises, etc. Et on ne peut pas s'en débarrasser. Et en fait,
Quand on attaque une croyance, on attaque la personne qui a ses croyances, parce que notre identité est fondamentalement créée à partir de nos souvenirs, de nos ressentis, de nos croyances, et attaquer une croyance, c'est attaquer la personne. Donc, je comprends qu'on essaye de faire des critiques d'un concept sans vouloir critiquer la personne qui croit en ce concept ou en cette croyance, mais intrinsèquement, plus cette croyance est ancrée fortement dans la personnalité, plus la personne va la prendre personnellement et plus cette personne va rejeter en fait les idées qui vont bouleverser sa vision du monde, parce qu'en fait c'est une attaque personnelle. Attaquer les croyances de quelqu'un, c'est attaquer la personne indirectement. Et il y en a qui vont me dire oui, mais il faut distinguer l'identité de ses croyances, ce qui n'a strictement aucun sens en réalité. Déjà parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains, voilà, avec des émotions, et de toute façon l'identité, elle est construite. Et d'ailleurs ça porte un nom, ça s'appelle l'effet backfire. En fait c'est une étude de 2010, alors je sais plus, c'est Nian et Riefler, je sais plus, en fait qui montre que quand des individus sont fortement politisés ou qu'ils ont des croyances qui sont fortement ancrées, quand ils sont confrontés à des contradictions, quelque chose qui contredit leurs croyances, donc je répète, qu'elles soient politiques, qu'elles soient spirituelles, etc., en fait, ils ont tendance à s'y opposer encore plus fermement. Tout ça pour dire que vous pouvez être zététicien et adhérer à n'importe quelle idéologie et défendre n'importe quelle idéologie ou n'importe quel point de vue, parce qu'en fait, à part si tu es un expert précis dans un domaine très très précis, les connaissances, en général, on les a pas, ou alors il va falloir chercher, et surtout il va falloir mobiliser plusieurs expertises pour savoir quelles croyances, quelles prémices vont être au plus proche de la réalité scientifique observée. Même en faisant de la zététique, de la rhétorique, etc., on peut défendre n'importe quel point de vue, y compris des points de vue qui sont faux, en ayant des arguments logiques. Et donc, on revient avec les sceptiques du Québec, parce que un follower m'a envoyé un travail qu'il a fait, je sais pas s'il l'a fait tout seul, mais en tout cas, c'est plutôt impressionnant, où il a répertorié en fait des glissements, des petites glissades de ce groupe des sceptiques du Québec. Il a même fait une petite chronologie avec le début, l'âge d'or, où apparemment tout se passait bien, petite histoire des sceptiques du Québec, tout ça, et puis une petite phase climato-sceptique, avec des termes qu'on commence à connaître un petit peu sur cette chaîne, les termes de climato-croyants, le site penséeunique.fr, red flag, faire ses propres recherches, bien sûr, climato-évangélique, bref, un petit lexique, évêque de la religion climatique. Bon, un lexique qu'on commence à connaître. Il reprend plein d'arguments de climato-sceptiques, attaque le GIEC, montre des graphiques issus de publications scientifiques de sciences qu'il ne maîtrise pas. Tiens donc. Et donc ce follower a mis des petits commentaires sur les trucs, et je trouve ça très très drôle. Une partie de la population voit aussi les affirmations scientifiques comme des opinions, ce qui est vrai, et il a mis « vous aidez pas, voilà, vous aidez pas les gars », et oui, je suis assez d'accord. On peut voir, voilà, un petit mème. Alors, je suis le premier à faire des mèmes. Le problème, c'est que, en fait, c'est le message. Donc, d'un côté, on a une woke hystérique, grâce aux cheveux en forme de crotte violette. J'aurais dû faire du violet. Je vois l'hégémonie de l'Occident, je vois le patriarcat hétéro-blanc, je vois du racisme systémique, je vois de l'homophobie, je vois de la transphobie contre un MAGA. Je vois le pouvoir du deep state, je vois les pédosatanistes qui contrôlent le monde en secret, je vois la fausse pandémie, je vois le grand remplacement. Et donc en fait, ces deux extrêmes sont mis en parallèle pour relativiser en fait et dire que chaque extrême, il n'y en a pas un qui est vrai, parce que bon, on dirait le sophisme du juste milieu, hein, pour reprendre les thèmes zététiques. Le problème, c'est que morale, les extrêmes vivent chacun dans leur bulle. Alors oui, les extrêmes vivent chacun dans leur bulle. En attendant, il y a un côté qui est plus proche de la réalité, notamment de la réalité documentée, de la réalité sociologique, et c'est la grosse lunette. Hein. Voilà, je suis désolé, toute grossophobie à part. Et après, les sceptiques du Québec nous parlent de raisonnement motivé, Ben Laden de Schrödinger. J'étais pas du tout prêt pour cette expression. Et on a souvent critiqué la gauche radicale et woke sur cette page Facebook. Tiens, ce qui nous a quelquefois valu les accusations que nous considérons comme infondées d'être de la droite réactionnaire. Alors, je ne sais pas si les sceptiques du Québec sont de la droite réactionnaire. Ce que je sais, c'est que leur discours, les propos qu'ils véhiculent sont à tout du moins compatibles avec la droite réactionnaire, voire avec l'extrême droite, voire avec les suprémacistes blancs. Hein. Et du coup, en fait, ce n'est pas à toi de décider si tu es de gauche, si tu es de droite, si tu es du centre, si tu es communiste, si tu es nazi. En fait, tu peux te déclarer, mais en fait, ce sont tes opinions politiques et ce sont les faits qui vont décider pour toi où on va te ranger politiquement. Voilà. Donc, je ne les accuse pas d'être d'extrême droite ou d'être des gros nazis suprémacistes. En attendant, leurs idées, leurs messages sont extrêmement
compatibles, et s'ils ne se rendent pas compte, eh ben, c'est problématique. C'est problématique. Cette impression d'être neutre, encore une fois, c'est un problème. Et vous voyez bien que moi, je ne fais pas semblant d'être neutre. Hein. Je ne suis pas neutre. Alors, est-ce que ça remet en question mon objectivité? Bon, certainement un petit peu. De toute façon, on n'est pas objectif. Hein, tout comme on n'est jamais dans le réel, mais on est proche du réel, au plus près du réel. Voilà, on peut essayer d'être objectif, mais c'est un but plus ou moins inatteignable. En attendant, moi, je ne cache pas d'être un énorme gauchiste. Les idéologies critiquées par les sceptiques du Québec, le concept même d'idéologie ou de croyance, l'argument se présente comme une simple critique de la présence d'une idéologie et semble assumer que le point de vue de l'auteur est objectif et idéologiquement neutre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les médias aussi. Hein. Vous savez, les médias qui font semblant d'être neutres, alors je pense que vous êtes très très au courant que les médias ne sont pas neutres, je pense l'avoir suffisamment démontré dans mes vidéos. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup. Et d'ailleurs, le public des chaînes de zététique, et bien en fait, dès que les opinions du zététicien ou de qui tient la chaîne commencent à rentrer en contradiction avec des croyances un peu profondes, même pas forcément assumées ou pas forcément conscientisées, ben là d'un coup, alors ça devient gauchiste, ça devient cancel, et ça devient trop woke, et ça perd de l'objectivité. Voilà. Avant vous étiez neutre, et maintenant vous êtes plus neutre, et franchement, moi je préfère la neutralité. Voilà. Pour moi ce n'est pas de la réalité objective, c'est du confusionnisme. Les idéologies non assumées par les sceptiques du Québec, l'individualisme épistémique ou objectivisme, ou rationalisme naïf ou réalisme scientifique, faire confiance en la science et accorder une valeur Faire confiance en la science et accorder une valeur à l'objectivité fait partie du système de incroyance d'une personne. Et oui, la valeur qu'on accorde à une étude scientifique, indépendamment de si elle est objective ou non, de si elle est proche de la réalité ou non, ça fait partie d'un système de pensée, d'un système de croyance. Pour l'intersectionnalité, j'aimerais bien voir vos preuves. À mon avis, les femmes noires sont moins discriminées que les hommes noirs, alors qu'elles devraient être désavantagées supposément à cause de leur race et de leur sexe. Eh ben, c'est très drôle. Je sais pas dans quel monde il vit, mais il y a des livres de Mélissa. Je sais plus, m'engueulez pas ceux qui connaissent, où justement une femme noire critique le fait que dans les films, on ne propose aux femmes noires que des rôles de femmes noires. Voilà, bon, il y a de la littérature sur le sujet en fait, mais je ne pense pas que ça intéresse les sceptiques du Québec, parce que c'est contraire aux valeurs qu'ils défendent. Sister Citizen, c'est ça. Sister Citizen, ouais. Shame, Stereotype and Black Woman in America de Melissa V. Harris Perry. Voilà. Excusez-moi, je n'arrive pas à reconnaître tout, j'arrive pas à mémoriser tout. Et il y a aussi The Color Purple d'Alice Walker. Voilà pour les références intéressantes. Et après, bon, on va pas rentrer dans les études maintenant parce que j'ai la flemme. Ensuite, il y a une période anti-MeToo, donc une petite période anti-féminisme, avec les ressorts classiques. Le féminisme va trop loin, le néo-féminisme 2.0, c'est ça qui attise la haine entre les hommes et les femmes, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu enlèves le féminisme, il n'y a plus de problème. Voilà, le féminisme n'est pas une conséquence émergente des problèmes de genre, non, des inégalités structurelles, etc. Non, en fait, c'est juste, ça s'est matérialisé comme ça dans l'esprit collectif, alors qu'en fait, il n'y en avait plus besoin, tous les droits étaient acquis, et en fait, voilà, ça crée un petit peu quand même du sexisme, quoi. C'est un petit peu comme les antiracistes, qui sont comme les vrais racistes, parce que eux, ils voient les couleurs, et en fait, ils parlent de la race et tout, ils parlent des inégalités systémiques, ils invoquent des chiffres de discrimination, des violences policières, des machins et tout, et en fait, ça crée du racisme, hein. Parler de noir, ça crée du racisme. Dire Black Lives Matter, au lieu de dire All Lives Matter, ça crée du racisme, bien entendu. Puis, évidemment, la phase transphobe, avec... effacé. Ah tiens, le discours du Kremlin, les fake news du Kremlin relayés par Elon Musk et J.K. Rowling, effacés. Oh, étrange. Bon, alors le follower qui m'a envoyé ça devait nous rejoindre pour parler un petit peu de sa carte. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo si ça vous intéresse à ce sujet, ou peut-être pas, on verra, je sais pas. Je pense que j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire, puisqu'en fait c'était quand même un prétexte pour parler de la zététique. Et pour vous dire, si vous suivez cette page, bon, méfiez-vous, à minima, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt. Source. Permettez-moi de douter. Inversion de la charge de la preuve. Vous n'avez pas d'argument. C'est un sophisme.